Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur la séquence transformation de figures en quatrième. L'année dernière, en cinquième et en sixième, vous avez vu certaines transformations que sont les symétries et vous avez eu l'occasion de travailler entre autres les pavages et les frises. Donc on va les revoir, voilà un pavage, une frise, dans le cadre de transformation de cette année. Et nous allons compléter avec un certain nombre de connaissances et de compétences à acquérir. Alors, j'attends quelques instants, voilà. Il va falloir découvrir en particulier la translation, comprendre l'effet d'une translation, identifier des translations donc dans des frises et des pavages par exemple, mobiliser des connaissances concernant les configurations et la translation, utiliser un rapport d'agrandissement ou de réduction, et également construire un agrandissement ou une réduction de figure. Ceux qui connaissent, ça peut être l'occasion de travailler avec le logiciel GeoGebra et la transformation. En premier, nous allons voir la translation, une définition. Donc c'est la troisième grande transformation vue au collège. Tout comme pour les symétries, on va pouvoir transformer un point ou une figure par translation. Et donc on va créer l'image de ce point ou de cette figure par rapport à deux points donnés. Il nous faudra obligatoirement deux points pour pouvoir réaliser une translation. On va tout de suite voir un exemple en quelque sorte de cette définition. Voilà un point, voilà une figure, et on va faire une translation pour ces deux situations. Par contre, il nous faut deux points donnés caractéristiques de la translation qu'on va vouloir appliquer. Alors, je choisis par exemple deux points V et E. Donc ça veut dire que dans les exercices, vous aurez toujours des informations vous permettant de connaître l'emplacement de points. Ce n'est pas au hasard, c'est précis et c'est choisi par l'énoncé. Et ces deux points, on va s'intéresser à comment on passe de l'un à l'autre. Alors ça peut être de V à E ou bien de E à V. Là, j'ai choisi, moi, pour ma part, comme l'indique la flèche, de V vers E. Et ce passage d'un point à un autre est très important. En fait, on va glisser quelque chose, un point ou une figure, de la même manière que cette flèche. Donc, grâce au quadrillage, je vais prendre quelques instants et je vais observer. Si je pars de V, puisque la pointe arrive en E, si je pars de V, je dois me dire comment je fais pour me déplacer et arriver jusqu'à E. Eh bien, grâce au quadrillage, je vais me déplacer, par exemple, en disant je vais 1, 2, 3 vers la droite, et après, pour rejoindre le point E, je vais 1 vers le bas. On pourrait aussi commencer en partant d'ici, en se disant je vais 1 vers le bas, et après je fais 1, 2, 3 vers la droite. Et bien ce déplacement, c'est ce qu'on appelle une translation, et je vais l'appliquer à ce point et cette figure. Donc si je l'applique pour ce point, je vais faire pareil, je pars d'ici, 1, 2, 3 vers la droite, et 1 vers le bas, ce qui me permet de trouver l'emplacement du point image A'. Pour le cas d'une figure, eh ben, j'ai des points particuliers. Donc j'ai tout intérêt déjà à me dire, je vais chercher l'image de B comme on l'a fait pour A, donc je vais l'appeler B', C', D'. J'applique le même déplacement, 1, 2, 3 vers la droite, 1 vers le bas. Je pars d'ici, 1, 2, 3 vers la droite, 1 vers le bas. Idem pour C. Et comme ça, je trouve 3 points particuliers image. Et après, je n'ai plus qu'à les relier, puisque ici, j'avais une figure qui est un triangle, donc je dois obtenir après également un triangle. C'est pas plus difficile que ça, appliquer une translation. Définition qui est importante, donc je mets un trait rouge dans la marge, comme d'habitude. J'insiste bien, deux points donnés. Une remarque,
veut dire que la translation fait glisser la figure dans une direction, un sens et une longueur donnée. Ça, c'était quelque chose qui était très travaillé il y a quelques années dans les programmes et maintenant qui sera davantage vu, alors parfois en physique en troisième et surtout au lycée en mathématiques. Donc la direction, en fait, c'est l'inclinaison. Comment on passe de V à E, mais l'inclinaison. Là, l'inclinaison est comme ça, la direction est celle-ci. Un sens, eh ben, c'est la pointe de la flèche qui indique le sens. Là, le sens, il allait comme ça. On aurait pu choisir de déplacer dans l'autre sens. Et la longueur, ben, vous voyez bien qu'entre V et E, il y a une certaine distance, il y a une certaine longueur. Donc là, j'ai mis des pointillés rouges pour indiquer que ça correspondait à la flèche en pointillé rouge ici. Et alors, chose qui n'est plus au programme, mais peut-être que certains en entendront parler au collège, à ce moment-là, on dit que cette direction, ce sens et cette longueur, ça caractérise un vecteur VE qui se note avec une flèche au-dessus. Mais ça, ce n'est plus au programme du collège en mathématiques. Propriétés admises. Pour les symétries, il y avait certaines propriétés, mais on va retrouver des propriétés des symétries axiales et centrales. Si on a une transformation par translation, alors il y a conservation. En fait, si vous regardez bien en arrière, là on avait une figure, on en a une autre. Si on observe bien, tout comme pour les symétries, on pourrait dire qu'elles sont superposables. On va conserver un certain nombre de caractéristiques. On va conserver le parallélisme, on va conserver les longueurs, on va conserver les mesures d'angle et on va conserver les aires. Ce qui veut dire que grâce à ces 4 propriétés réunies en une seule, on peut affirmer après que c'est superposable entre une figure et l'autre. Si on les découpe, on doit pouvoir les superposer parfaitement. Donc ça, cette propriété de conservation, elle est très importante et très utilisée dans différents exercices. Un trait rouge dans la marge. Maintenant, voyons les translations en lien avec la notion de frise et de pavage. Alors déjà, on va définir, se rappeler ce qu'est une frise, qui a été vue en 5e au minimum. Donc une frise, comme par exemple cet extrait d'un tombeau dans un musée à Issoudun, c'est un motif qui est reproduit par l'effet d'une même translation. Je pourrais même le souligner, le une, 2 fois. Il va y avoir une même translation qu'on va reproduire plusieurs fois. Par exemple, si on regarde ici, on pourrait voir globalement, là, il y a un motif. Et bien ce motif, on va le reproduire une fois, on va le reproduire 2 fois, etc. On reproduit le même motif, on a déplacé à chaque fois par une même translation. Si on prend un exemple que moi j'ai réalisé avec le logiciel GeoGebra, voilà par exemple un motif de base. C'est moi qui l'ai créé. Et ce motif, on va le reproduire par l'effet d'une même translation. Donc je vais choisir une translation et je vais choisir une translation de un carreau à droite. Et bien à ce moment-là, première translation que j'effectue, j'ai symbolisé la flèche ici, on obtient à partir du motif ici, un nouveau motif. Cette flèche-là, j'aurais pu la mettre ailleurs. Le tout, c'est que ce soit un carreau à l'horizontale vers la droite. Mais on ne va pas s'arrêter là pour une frise. Ce n'est pas juste un motif qu'on reproduit. On va encore reproduire plusieurs fois cette même translation. Et si on fait plusieurs fois cette translation de un carreau à l'horizontale vers la droite, eh ben on obtient cette succession de motifs reproduits. Et on pourrait continuer. Donc ça, c'est une frise. Après les frises, on va s'intéresser, comme l'indique la photo, au pavage. Alors un pavage, c'est un motif qui est reproduit par l'effet d'une transformation. Ce n'est pas toujours une translation, mais ça peut l'être. Et je vais mettre entre parenthèses ou plusieurs translations.
Il y a deux conditions par contre qui s'ajoutent. Il ne doit y avoir aucun vide et aucune superposition. Et si on reprend la diapositive d'avant, par exemple ici on avait des vides. Là, là, on aurait pu avoir des superpositions. Ce n'est pas un problème pour la frise, mais pour le pavage, pas de vide, pas de superposition. Exemple, toujours réalisé avec le logiciel GeoGebra, voilà un motif de base. Je vais le reproduire à l'aide de deux translations, ce motif. Donc voilà déjà une première translation. Donc j'ai décalé de 2 carreaux vers la droite. Alors je pourrais continuer, en fait là c'est un peu comme le début d'une frise. Mais je ne dois pas avoir d'espace vide ni de superposition. Donc là j'ai des espaces vides. Donc je vais devoir les combler, les espaces vides ici. Donc je vais appliquer une deuxième translation. Par exemple, celle-ci. Alors par exemple, j'observe un point qui est particulier là, et il devient celui-là. Donc voilà la deuxième translation. Je vérifie que je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Un carreau vers la droite, deux vers le bas. On peut regarder, tiens, par exemple, ce point-là, qui est l'intersection des trois couleurs. Si on fait un carreau vers la droite et deux vers le bas, on se retrouve bien aussi ici sur la nouvelle figure. Et ça, eh ben, une fois qu'on l'a décalé avec cette translation, va falloir le poursuivre ici, et puis poursuivre ici, le pavage ici. Donc en continuant, là j'ai réappliqué ce vecteur-là une fois, deux fois à ce motif-là. Et puis on pourrait continuer en dessous, etc., etc. Et on voit bien qu'à ce moment-là, tout doucement, il n'y a aucun espace et aucune superposition. Et je me suis inspiré, voilà, d'un carrelage que j'ai photographié dans un magasin, Leroy Merlin, un magasin de bricolage. Donc voilà pour le pavage. Grand 3, après les translations, on peut parler aussi dans les transformations plus en général, hein, je laisse un peu les translations de côté, d'agrandissement et de réduction de figures. Définition, on va parler d'agrandissement ou de réduction quand on multiplie par un nombre k qui est positif toutes les longueurs, j'insiste sur c'est bien les longueurs que l'on multiplie par k, d'une figure F1 et on va obtenir une figure F2. Alors si k il est plus grand que 1, par exemple, vous avez un objet, vous multipliez toutes les longueurs par 2, par 3, par 5, on va obtenir un agrandissement de la figure initiale si k est supérieur à 1. Donc vous avez compris, on va obtenir aussi une réduction, par contre, si on multiplie par un nombre qui est inférieur à 1 et quand même plus grand que 0. Par exemple, si on multiplie par 0,5, 0,7, 0,2, là on obtient une réduction. Si on prend un petit schéma, voilà une figure initiale. Là j'ai choisi la même couleur, donc je considère que là mon k il va être plus grand que 1. Je multiplie toutes les longueurs AB, BC et AC par un nombre plus grand que 1, j'obtiens un agrandissement. Si par contre je partais de cette figure et que je multiplie par un coefficient, par un nombre k qui est plus petit que 1, enfin compris entre 0 et 1, dans ce sens-là, on obtiendrait une réduction. Ça, c'est important et bien multiplié. Hein. Ça, on va le retrouver dans d'autres situations. Remarque, quand on multiplie par un même nombre, vous avez vu en cinquième qu'à ce moment-là, on parle de proportionnalité. Ça fait réactiver dans vos neurones en mémoire un souvenir de l'année dernière. On dit que les longueurs de F2, donc la figure obtenue, la figure image, ont des longueurs qui sont proportionnelles à celles de F1. Et le nombre K va être appelé rapport d'agrandissement. C'est aussi le coefficient de proportionnalité vu en cinquième. Mais là, ça va être un rapport d'agrandissement si c'est un agrandissement, ou rapport de réduction si c'est une réduction. Et on peut les déterminer, ces deux rapports. Regardez bien. Si on fait, par exemple,
ici, on va mettre au numérateur la longueur de la figure image, donc la figure obtenue. Et ici, si on regarde bien, c'est les distances de la figure initiale, la figure F1. Eh bien, si on fait AB' divisé par AB, ou bien B'C' divisé par BC, ou bien C'A' divisé par AC, à ce moment-là, ils sont tous égaux entre eux et ils vont être égaux au coefficient ici, au rapport. On parle de rapport parce que c'est une division ici. Donc, des rapports d'agrandissement. Par contre, si on travaillait avec ce sens-là, donc on ferait le contraire, on prend AB divisé par A'B', AC divisé par A'C', et BC divisé par B'C', et on va obtenir l'autre cas. Donc en fait, on les a retournés, on parle aussi d'inverse. Donc ça, ce rapport d'agrandissement, il est pratique et il sera réutilisé aussi en troisième, en particulier souvent dans des exercices de brevet. Enfin, trois propriétés qu'on va regrouper dans une. Après avoir vu pour les longueurs, on va s'intéresser à des choses qui peuvent être des volumes ou des surfaces, des aires. Voilà, ici par exemple. On voit qu'on peut aussi les agrandir ou les réduire, que ce soit les aires ou que ce soit les volumes. Alors, première propriété, les longueurs sont multipliées par, ça on l'a vu à la diapositive précédente, toutes les longueurs sont multipliées par K. Notre fameux rapport d'agrandissement ou de réduction, ce fameux coefficient de proportionnalité. Ça, rien de nouveau. La nouveauté, ça va être, deuxième propriété, concernant l'aire d'une surface. Eh bien l'aire, par exemple, quand on passe de l'un à l'autre, ici, les aires, elles vont être multipliées pas par K, mais par K au carré. Et troisième propriété, pour le volume, si on a un solide, voilà, on a un certain volume ici, ça sera multiplié par, vous avez peut-être deviné certains, K au cube. Et ultime information, les angles, eux, ne changent pas, ils sont conservés. Propriétés qui sont importantes, un trait rouge dans la marge, et je vais vous donner un petit truc pour vous en souvenir. Une longueur, par exemple, on pourrait dire c'est en mètres. Une aire, la surface, eh bien, par exemple, c'est en mètres carrés. Et un volume, quelle est l'unité d'un volume? Ce sont des mètres cubes. Regardez bien, l'exposant là, il est de 3, l'exposant il est de 2, et puis ici c'est comme si c'était un exposant petit 1, mais on n'a pas besoin de l'écrire. Voyons deux exemples, on va en voir un premier. Voilà une figure initiale. Je vais choisir de faire une réduction de rapport K égale 0,5. Déjà, je vérifie, c'est bien une réduction. Le rapport est plus petit que 1 et plus grand que 0. Donc, je multiplie toutes les longueurs par 0,5. C'est aussi un demi, 0,5. Par exemple, j'ai 4 carreaux fois un demi, ça va nous faire 2. Là, j'ai 2 carreaux fois un demi ou 0,5, ça va faire 1. Donc, on obtient bien une figure de 2 carreaux ici, un carreau là, un carré dessous. Les longueurs ont été multipliées par 0,5. Et ici, si je choisis de faire un agrandissement de rapport K égale 2, K est plus grand que 1, c'est bien un agrandissement. Donc je vais tout multiplier au niveau des longueurs, hein, c'est bien les longueurs qui sont multipliées par K. Là, les 4 carreaux fois 2, ils vont devenir 8 carreaux. Et les 2 carreaux ici vont devenir 4 carreaux. Les longueurs ont été multipliées par 2. Tiens, par curiosité, on pourrait regarder les aires. K au carré, c'est ici 2 au carré. Et un nombre qui est au carré, c'est pareil que le nombre multiplié par lui-même. Donc ça veut dire ici que K égale 4.
Comptons les carreaux pour la surface. 1, 2, 3, 4, 5, et là, 2 moitiés, ça fait 6 carreaux de surface. Là, on a 4, 8, 12, 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ici, et 21. Il doit m'en manquer 1. Je recompte 1, 2, 3, 4 fois 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, pardon, 23, 24. J'en avais raté quelques-uns. 24 carreaux. Pour les aires, eh ben, l'air est multiplié par k au carré. K au carré, pardon, ici j'ai fait une petite étourderie. K au carré est égal à 4. Regardez, 6 fois k au carré, 6 fois 4, on obtient bien 24 carreaux de surface. Deuxième exemple, prenons une pyramide, un volume, avec une certaine hauteur, une base en orange de 12 cm² et un volume total de 80 cm3. Et on décide de l'agrandir 5 fois. Vous avez deviné, on va vouloir calculer sa nouvelle hauteur H', sa nouvelle aire A' et son nouveau volume V'. Déjà, on peut identifier que comme on l'agrandit 5 fois, ça veut dire que le rapport K de l'agrandissement est 5. Commençons par H', la hauteur, c'est une longueur, donc si c'est une longueur, on va multiplier par K, d'après la propriété. Donc ça fait 20 fois 5 égale 100 cm. Ensuite, on va calculer sa nouvelle aire, A'. On réactive pour la propriété, l'aire est multipliée plus par K, mais par K au carré. Donc, 5 au carré, c'est 5 fois 5, donc ça fait, il est où A 12 fois 5 fois 5, ou 12 fois 25, ça fait 300 cm². Et le nouveau volume V', cette fois-ci, il est multiplié par K au cube, donc 5 au cube. Là, on avait 25, on le remultiplie par 5, ça va faire 125. Donc 80 fois 5 au cube, 80 fois 125, ça fait 10 000 cm3 au total pour cette pyramide qui a été agrandie 5 fois. On peut dire aussi, ce n'était pas demandé, entre parenthèses je le mets, que les angles sont conservés. Donc voilà pour ce deuxième exemple et cette séquence. Après, encore une fois, il faut pratiquer, il faut poser des questions au professeur si c'est nécessaire, et puis regarder certains points, peut-être s'il te pose davantage de problèmes. Bonne utilisation et à bientôt. Au revoir.